C'est la deuxième ville de France, après Paris, pour les tournages. Et c'est une vraie filière qui est en train de se mettre en place. On accueille Sabrina Roubache, elle est directrice de Gurkin West. Et elle a été productrice exécutive de la série Marseille pour Netflix. Sabrina Roubache. On accueille aussi monsieur Jacques Thierry Monti, directeur régional d'EDF. Il est en train, là aussi, de nous inventer le futur, d'entreprendre l'avenir avec le FlexGrid. Et il va nous en parler. Et puis enfin, Gaël Philippe, il est cofondateur de Minute Pass. Et il va nous aider à moins stresser quand on fait des files d'attente dans les commerçants. Monsieur Philippe, Gaël Philippe. Alors, Olivier, je le disais, voilà, on découvre derrière une image assez exceptionnelle, c'est ces fameux moteurs du futur. Alors vous êtes le patron du centre d'essai d'Istres qui va tester ces moteurs. C'est les moteurs du futur. Ils vont évidemment être beaucoup plus performants que ceux qui équipent nos avions. Ils vont être moins bruyants, je crois, et puis ils vont consommer beaucoup moins d'énergie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, je vais commencer par vous citer deux chiffres. Le premier, c'est le nombre de brevets que Safran a déposé l'année dernière. C'est 700. On est la deuxième entreprise déposant le plus de brevets en France. Et l'agence Reuters nous a classés dans les 100 entreprises les plus innovantes au monde. Voilà. Et donc, bravo pour Safran, bravo. Voilà, Safran. Et ce que je voulais passer comme message, c'est que c'était un choix stratégique d'implanter un nouveau moyen d'essai. C'est les photos que vous voyez derrière. C'est un banc à l'air libre qui va accueillir les moteurs du futur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Safran Aircraft Engines ont produit le CFM56 qui équipe les Airbus et les Boeing 737 A320neo. Et ce moteur CFM56, le moteur le plus vendu au monde, on prépare son futur. Et tous ces futurs moteurs qui vont lui succéder seront essayés à Istres sur cette structure qui est elle-même unique au monde aussi, parce qu'elle est capable d'accueillir à la fois des moteurs non carénés, donc des moteurs à hélice, et des moteurs de très très grande taille qui seront le futur de l'aviation commerciale, puisqu'avec ces technologies-là, nous allons pouvoir diminuer la consommation de carburant de 15 à 30%. Réduire l'empreinte sonore d'un facteur 2. Donc je pense pour les riverains, c'est extrêmement important. Voilà. Et en termes d'emploi aussi, c'est quelque chose de très important. Ça se chiffre en milliers d'emplois, les retombées économiques ? Alors, si on va jusqu'au bout, oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, Airbus, Boeing, nous, on est tous d'accord. L'aviation commerciale, moyen courrier, c'est 20 000 avions à produire dans les 20 ans. Donc il faut que la région, ce que nous faisons nous, Safran, ici sur Istres, il faut que derrière ce ne soit pas un one-shot et qu'il y ait derrière d'autres entreprises qui s'implantent sur ce créneau de l'aviation commerciale. Aujourd'hui, nous étions 50, nous allons passer à 200. Nous entraînons 40 PME aujourd'hui partenaires dans la réalisation de ce moyen d'essai. Nous avons créé un partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille pour développer la recherche qui va pouvoir être utilisée sur ce banc et sur ces nouveaux moteurs qui arrivent. Le premier arrive en décembre 2016, le moteur Open Rotor, avec un financement européen aussi. Et j'en profite, j'ai oublié, de remercier départements et régions qui financent aussi la réalisation de ce moyen d'essai unique au monde, qui va nous permettre donc d'introduire des nouvelles technologies de l'aviation commerciale en région PACA. Donc une pierre très importante de cette filière aéronautique qui n'arrête pas de se développer sur ce territoire. Oui, voilà, il y a la région parisienne, il y a le Grand Sud-Ouest, et il y a toutes les compétences avec le réseau d'Airbus Hélicoptères et avec les bases militaires pour aller plus loin, et plus loin, c'est sur l'aviation commerciale qu'il y a le porteur d'emploi. Merci beaucoup, voilà. Applaudissements pour Safran, merci. L'entreprise Safran et les moteurs du futur. Alors Yacine Devel, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le patron avec votre frère, hein, je crois. Voilà, avec mon frère jumeau, Madiane. Qui est pas avec nous, mais voilà. C'est pour une bonne raison, c'est que là, il était à l'inauguration de la plus grosse centrale sur tracker en France qu'on a inaugurée aujourd'hui. Voilà, vous voyez, donc ça marche bien. Hein, on est en plein dans l'actualité, on peut effectivement vous applaudir. Alors, Optimum Tracker, je le disais pour simplifier, vous avez copié le tournesol. L'idée, c'est que les panneaux photovoltaïques, les vôtres, ils suivent la rotation du soleil, et donc forcément, ils sont plus performants. Tout à fait. Donc, l'idée est venue durant nos études. On était tous les deux élèves ingénieurs aux Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Très bonne école. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de dire, on avait vraiment la volonté de travailler dans les énergies renouvelables. Et il y avait une toute nouvelle technologie qui apparaissait. Enfin, au niveau industriel, c'était le solaire photovoltaïque. Et quand tout à l'heure était soulevé le point de l'utopie,
Nous, on s'est dit, c'est simple, ce qu'on pense, c'est que ça va être la première source d'énergie dans le futur et le moyen de produire l'électricité le moins cher possible. Et donc, on s'est dit, dans cette ligne-là, comment on peut faire pour contribuer à améliorer la performance des centrales photovoltaïques. Et le tracker solaire, donc le même principe que le tournesol, permet d'augmenter de 20 à 30% la production des centrales solaires. Et on voit bien que l'utopie devient réalité, puisqu'aujourd'hui on a des prix de revient des centrales solaires qui sont les plus bas au monde aujourd'hui par rapport à toutes les autres sources d'énergie. Et de la même manière, c'est devenu la première source de nouvelles capacités de production d'électricité. Et quand on connaît aujourd'hui notre dépendance grandissante par rapport à l'électricité, on voit qu'aujourd'hui le rêve se réalise. Et Optimum Tracker, aujourd'hui, ça marche très bien, tout le monde est derrière vous, ça fait confiance, les tours de table se passent bien, je crois. Donc on est en pleine, aujourd'hui, on a eu dès le départ la confiance de tous les réseaux de promotion et d'accompagnement en région. On est sorti de l'école, on est parti à la pépinière d'entreprise de Meroy. On a eu tout de suite des prêts de la région et je pense que c'est un des points qui est important, c'est que vraiment la région PACA et notre région est vraiment hyper adaptée à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Tout à l'heure, Frédéric Chevalier nous disait qu'on était mieux qu'à la Silicon Valley. Oui, tout à fait. Voilà, il faut le croire, il faut le vouloir aussi. Bravo à vous, bravo Yacine. On va passer la parole à Jacques-Thierry Monti pour EDF, qui est très engagé dans le projet FlexGrid. Monsieur Monti, expliquez-nous ce que c'est que le projet FlexGrid. Je crois que c'est des réseaux électriques intelligents. Tout à fait. Et EDF va nous rendre plus intelligents, c'est ça ? On n'a pas cette ambition-là, on a fait preuve d'un peu plus d'humilité. Mais on fait une excellente transition avec l'expression précédente, puisque on est effectivement à l'aube peut-être d'un mouvement que certains disent irréversible, c'est-à-dire de changer de paradigme dans le domaine de l'électricité, où on était jusqu'à présent dans un monde très centralisateur, avec des grosses unités de production, des grands réseaux, et puis des clients finaux. Et là, on vise à peut-être accompagner un mouvement qui permet aux territoires d'exploiter au mieux leurs richesses naturelles, ce qu'on appelle les énergies un peu nouvelles, et de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Alors il faut juste mettre un petit peu pas de frein, mais à cette ambition, parce que j'ai entendu Frédéric qui disait qu'il fallait rêver grand, bien évidemment. Juste dans l'industrie électrique, il y a deux problèmes. C'est une industrie très capitalistique, donc ça mobilise beaucoup de capitaux. Et puis, deuxième élément, c'est qu'il y a des lois de la physique qu'on ne peut pas contourner, notamment l'aspect de l'intermittence de ces productions et du stockage. Mais ceci dit, notre rôle, nous, c'est d'accompagner ces mouvements. Si on veut rester le leader, tous les leaders qui sont dans la salle le savent bien, soit on accompagne les ruptures technologiques, soit on disparaît. Donc notre rôle, c'est d'être contributeur de cette ambition de ce territoire et de cette région PACA au sens large, puisque c'est un projet des collectivités qui ont répondu à un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt de l'État. Et donc au sein de Cap Énergie, où on est membre fondateur de ce pôle de compétitivité, on a dressé une feuille de route avec d'autres grands partenaires. J'ai vu le collègue d'Orange tout à l'heure dans la salle, mais il y a aussi ST Microelectronics, il y a le CEA, il y a GE qui est également présent dans ce tour de table. Et on a dressé une feuille de route avec un certain nombre d'autres contributeurs, une trentaine de projets, pour faire émerger justement cette richesse de territoire, de projets exemplaires pour favoriser l'insertion des ENR, pour favoriser l'autoconsommation, qui est un élément qui se développe à grands pas. Voilà, et toute autre série de projets. Et il a encore des retombées en termes de croissance et d'emploi qui sont très importantes. Oui, alors ça, c'est des projets qui se chiffrent à, l'estimation c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Ça méritera d'être confirmé par tous ces contributeurs de projets qui sont toutes les entreprises qui veulent apporter des solutions. Donc plus il y en aura, plus il y aura entre guillemets de l'argent et des effets de levier. Pour citer simplement une toute petite exemple, c'est si je prends le démonstrateur NiceGrid, sur lequel c'est un petit démonstrateur, mais c'est quand même fait partie des 4 plus gros démonstrateurs européens. C'était 30 millions d'euros mobilisés par les acteurs économiques, vous voyez. Donc ça a apporté du lien avec tout l'écosystème. Johan disait dans son introduction qu'il fallait faire de la transversalité avec le monde académique, le monde économique, le monde politique. On est tout à fait dans cette veine-là, c'est-à-dire réussir à entraîner, grâce à l'implication des grands groupes, tout l'ensemble des acteurs économiques d'un territoire au profit de cette innovation et de ce développement économique. Merci beaucoup, Monsieur Monti. On peut effectivement voir que, là encore, les choses avancent sur ce territoire. Alors, on va parler cinéma maintenant
avec Sabrina Roubache. C'est vrai que Marseille, on voit des camions de partout, on voit des tournages, il y a des choses assez exceptionnelles qui sont en train de se passer. Marseille devient pratiquement, si c'est pas la première, mais pratiquement la première ville de province de France pour le nombre de ces tournages. Et il y a une filière qui est en train de naître, qui déjà commence à éclore depuis un petit moment, Sabrina. Oui, en fait, on est deuxième en fait derrière Paris. Ça ne veut pas rien dire, Paris, c'est quand même la ville de tous les tournages jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que on s'est très vite aperçu, moi ça fait 20 ans que je travaille dans le cinéma, où on a de plus en plus de producteurs, de grosses productions qui viennent, depuis 20 ans à peu près. Et maintenant que la filière s'est structurée en fait, c'est pas que le cinéma arrive, la filière s'est structurée avec des intermittents de plus en plus compétents, des prestataires techniques de haut niveau, des producteurs exécutifs, des producteurs délégués. Et Marseille, c'est une ville qui attire et qui permet quand même beaucoup plus de souplesse qu'à Paris. On peut plus facilement tourner ici qu'à Paris, en fait, pour des raisons très simples. À Paris, ça devient très compliqué, par exemple, de bloquer le périph'. À Marseille, et puis même en région, on a tellement de... On peut bloquer la corniche, quoi, c'est ça? On peut bloquer la corniche. D'accord. On est plus sympa que les Parisiens. Voilà. Et la mairie nous ouvre, et la municipalité vous aide, je crois. Oui, hein. la mission cinéma qui s'est en 20 ans vraiment professionnalisée. Moi, je l'ai vu sur la série Marseille. C'était une énorme production. Netflix, c'est pas rien. C'est un opérateur qui pèse 17 milliards à la bourse, donc on a beaucoup de pression. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu une mission de cinéma structurée, qui est réactive et qui était capable quand même de nous accompagner, de nous soutenir tout le long du processus de repérage d'écriture et de production exécutive, c'est-à-dire vraiment de tournage, ça aurait été compliqué. Donc là, on l'a fait. On va le refaire, donc voilà, ouais, je pense. Alors, on est face à des entrepreneurs. Le cinéma, c'est plutôt une bonne affaire. Quand on investit 1 euro dans le cinéma, en général, j'ai entendu dire qu'on en récoltait 5 ou 6, c'est vrai? 5 ou 6. Alors, les chiffres au niveau de la région, c'est 1 euro investi, 17 euros de retombées. 17 euros 17 euros de retombées au niveau des institutionnels. Et puis, pour le privé, c'est à peu près entre 4 et 6 euros de retombées. Donc oui, ça devient, et ça a toujours été en fait un secteur rentable, mais la chose est que on perçoit le cinéma et les producteurs un peu comme des métiers de saltimbanque, pas du tout. Je veux dire, nous, les producteurs, on est hyper cartésiens. Alors, on rêve, business. Business is business, mais on a quand même la possibilité voilà, on est en contact permanent avec les artistes, donc on doit quand même garder notre part de rêve et de légèreté. Alors, un mot quand même sur la série Marseille, bon, assez critiqué quand même ici, mais il paraît qu'à l'international, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, oui. Les Marseillais n'ont peut-être pas complètement compris ce qui se passait, ils n'ont peut-être pas complètement reconnu, mais enfin bon, 80 millions de téléspectateurs dans le monde, et à l'international, ça fait un tabac. Ça fait un tabac. Alors, le truc, c'est qu'on ne se rendait pas forcément compte, même nous, alors Pascal Breton, le producteur, moi, la productrice exécutive, l'une des productrices exécutives, on n'imaginait pas l'impact. Mais en fait, quand on y réfléchit, quand on s'est posé, qu'on a compris en fait où est-ce qu'on allait, la manne économique, elle est énorme. C'est-à-dire que, bien sûr, les Marseillais, on n'a pas fait une série pour les Marseillais, on a fait une série pour l'international. Donc, on va sur des codes simples. On a quand même, nous, des codes, des lectures à respecter. Bon, puis il n'y a pas que des meurtres, il y a des belles images de Marseille qu'on a vues de partout dans le monde, quoi. Et puis, surtout, ça fournit de l'emploi. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas freiner les productions, quelles que soient... Parce que vous savez, quand vous regardez House of Cards, parce que c'est produit par Netflix, Kevin Spacey tue sa maîtresse dans le métro. Mais personne ne s'est dit Obama a tué sa maîtresse dans le métro. Donc je pense qu'il ne faut juste pas oublier qu'on fait du cinéma. Donc on n'a pas tout vu encore, si j'ai bien compris. On n'a pas tout vu. Alors, puis... vous allez nous dire quelque chose, parce que justement, il a été question, la saison 2, c'est parti, c'est signé? C'est signé, et puis on est en train de réfléchir avec Dan Frank sur les lignes. Enfin, c'est déjà à peu près, on sait à peu près où on va. Le maire de Marseille, le fou, Robert Tarot, il revient ou pas? Parce qu'il sniffait un peu de la coque quand même. C'était un peu. Ça, c'est pas bien. Hein, c'était pas bien. Parce qu'on le voit, il n'est pas bien quand même dans le dernier épisode. C'est pas l'image la plus sympa du scénario, mais on n'oublie juste pas qu'on diffuse l'image de Marseille à l'international. Il y a des répercussions, des retombées directes sur l'économie, du tourisme.
Et nous, on signe une saison 2. Donc ça veut dire on va revenir, faire travailler encore beaucoup d'intermittents, des centaines d'intermittents. Les retombées économiques sont énormes. Donc ouais, je pense qu'on a encore de la marge. Là, on va On pouvoir n'a faire pas encore rêver. tout vu. Bravo, félicitations. Merci Sabrina. Marseille, saison 2. Alors, Gaël, Philippe, vous, votre truc, c'est de gérer un peu notre stress, et en particulier dans les files d'attente des commerçants. Vous avez inventé un concept qui s'appelle Minute Pass. Vous allez nous en parler. On va plus faire la queue dans les commerçants, c'est ça? Alors ça, c'est notre objectif, et j'irais même au-delà. On a voulu s'attaquer à une problématique qui est un irritant pour nous au quotidien, qui est le stress qu'on peut subir quand on doit accéder à un service de proximité, qu'on soit dans une file d'attente, une salle d'attente, où on veut aller chez son coiffeur et on ne sait pas chez quel coiffeur aller parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sera disponible. On a traité cette problématique en se disant aujourd'hui, on a quand même un outil formidable qui est le téléphone portable, qui me permet d'être mobile, qui me permet d'être à la plage plutôt dans une salle d'attente potentiellement, au lieu d'attendre, et donc d'avoir la possibilité de se connecter à ce service de proximité par l'intermédiaire d'un outil qui est justement digital, et de surfer un petit peu sur la vague actuelle, qui est de dire aujourd'hui on digitalise non pas la personne qui est en face de moi, mais plutôt le moyen d'y accéder. Donc aujourd'hui, on va plutôt faciliter et fluidifier l'accès aux personnes qui doivent nous rendre ces services. D'accord. Alors, je crois que ce n'est pas un secret, mais vous avez signé il n'y a pas très longtemps avec une grande enseigne de parfumerie, Marionneau pour ne pas les citer. Et là, je crois que vous avez signé, c'était vraiment ces jours-ci, avec la semaine dernière. Avec une marque suédoise qui vend des meubles. D'accord, en kit. Qui connaissent. D'accord. En kit. Et quand on veut faire sa cuisine, on ne va plus attendre. Alors aujourd'hui, je pense que tout le monde a été, ou du moins peut-être une fois à Ikea Vitrolles, il y en a peut-être qui ont des passe-droits, mais en tout cas, nous on propose d'avoir une solution qui va permettre d'éviter complètement d'attendre et de rencontrer un conseiller vendeur dans le magasin, directement en prenant rendez-vous avec lui, et on pourra même y accéder soit directement dans le magasin, soit il va prendre en charge notre ordinateur à la maison pour faire notre plan avec nous, et ça par l'intermédiaire d'une prise de rendez-vous facile et mise en œuvre par l'intermédiaire de Minute Pass. Gaël, Philippe, applaudissements. Merci. Bravo à tous les 5. On peut vous applaudir, on vous remercie. Merci à vous. Et on va faire notre dernière séquence, la séquence de l'engagement, parce que l'UPE 13, c'est ça aussi, c'est de l'engagement. Et tout de suite, on va appeler des gens qui s'engagent sur ce territoire, et vous allez voir de façon assez éclectique. Et on va commencer par Madame Aurore Sun, qui est directrice de Spark Relations Publiques et présidente des FCE Marseille. Aurore Sun.